Yo! Je sais ce que vous allez me dire, que Lévi, t'arrives après la guerre. Certes. Mais on va quand même parler du haut chain. Putain, mais je suis vraiment trop con. Bon, alors déjà, c'est pas un si mauvais moment que ça pour parler du haut chain, puisqu'ils viennent d'être achetés par SRAM. Donc la firme américaine, il voit certainement un intérêt à ce truc. Et à quoi il sert? Le haut chain sert à un truc très spécifique, c'est à éliminer les effets de chaîne quand tu ne pédales pas. C'est vachement précis, et en fait on parle du kickback. Alors si vous vous souvenez de ma vidéo sur le kickback, qui commence à dater maintenant, j'avais dit qu'on s'en foutait du kickback pour différentes raisons, notamment déjà parce que cette élongation de chaîne, ce moyeu qui s'écarte du plateau, il est pris en compte au moment de la conception. D'ailleurs, si on fait un pivot haut, on rajoute une poulie pour éviter justement d'avoir un kickback trop violent. Donc c'est pris en compte pendant la conception, c'est une chose, et en plus, de toute façon, même si la roue arrière s'écarte du plateau, la chaîne ne pouvant pas s'allonger, elle va venir faire tourner la roue libre, tourner la cassette, et donc tourner la roue libre. Et si ta roue arrière tourne suffisamment rapidement, ta roue libre va juste tourner moins vite encore que ta roue arrière, et donc tu vas avoir zéro effet kickback. Si ta roue arrière, par contre, elle tourne pas très vite, alors là, effectivement, tu vas commencer à avoir des effets de kickback. Et si elle tourne pas librement du tout, voire elle est bloquée, là, tu vas ressentir l'effet du kickback. Et ça, c'est pas anodin du tout, parce qu'en finalement, ce qu'on ne perçoit pas a priori, c'est que l'effet de chaîne, il intervient principalement au freinage. Et donc, sur un gros freinage où tu arrives fort, tu freines fort, la roue arrière est presque bloquée, et en plus, il y a des trous, à ce moment-là, tu risques de ressentir donc ce qu'on appelle le kickback, c'est-à-dire la chaîne qui se tend, la roue arrière qui est incapable d'absorber cette élongation de chaîne, et du coup, une suspension qui se bloque. Donc, le kickback intervient principalement au freinage, tout comme l'effet de freinage qui est l'anti-rise. C'est ces deux effets-là qui vont s'ajouter au freinage. Kickback anti-rise, et tu as une suspension qui est complètement figée au freinage. C'est pour ce genre de conditions qu'on préférerait avoir un anti-rise plutôt faible et rouler chainless. Alors souvent on représente le kickback en degrés par rapport au millimètre de débattement. C'est-à-dire que pour chaque millimètre de débattement, on est capable de prédire quel va être le degré de recul de tes pédales pour pouvoir consommer en fait cette élongation de chaîne. En vrai, c'est fonction de ça, mais c'est aussi fonction de où tu te trouves sur ta cassette, parce qu'en fonction de où tu te trouves, le kickback va être plus ou moins important. Notamment si tu es en haut de cassette, tu vas avoir un kickback beaucoup plus important. Si tu es en bas de cassette, tu vas avoir un kickback beaucoup plus faible. Alors ce qui est un peu subtil à comprendre, c'est que même si le kickback est très faible, genre en début de débattement, 1-2 degrés, tu vois, si toi, sur ton vélo et sur tes pédales, tu es hyper solide et que tu empêches ce mouvement-là, dès le départ, tu peux bloquer ta suspension. Plus c'est faible, mieux ce sera, certes, mais quand même, s'il n'est pas nul, tu peux bloquer ta suspension, bien qu'il soit faible en fait. Et ça c'est assez problématique, et c'est là où le haut chain rentre en jeu. Bon alors le haut chain, lui, il autorise ton plateau à aller en arrière, sans que ton pédalier, lui, y aille. C'est comme s'il désynchronisait complètement le plateau des manivelles. Sauf qu'il fait ça pendant un certain temps, réglable, 4 degrés, 6 degrés, 9 degrés, 12 degrés. Donc ça c'est plutôt pratique, c'est réglable, donc on peut faire des tests facilement. D'ailleurs, tu peux même le bloquer et donc mettre 0 degré. Et là, pour moi, pour faire des tests sur le terrain, c'est vachement pratique. Bon, juste pour qu'on se rende compte, 12 degrés, qu'est-ce que ça représente? Sur un plateau de 32 dents, ça représente un maillon. Donc voici ce que permet d'absorber un haut chain. Donc la plupart du temps, il ne va pas absorber le kickback sur toute la course. En fin de course, il va te rester du kickback. Voici ce que ça fait en fait. Tu as ton kickback initial, c'est toujours le même, sauf qu'il va commencer beaucoup plus tard. À 4, à 6, à 9, à 12 degrés, tu vas avoir quand même du kickback qui existe, mais qui va intervenir beaucoup plus tard. Et là, du coup, on va pouvoir choisir sur le terrain qu'est-ce qu'on préfère. Pourquoi est-ce que tu as tous ces différents angles? C'est parce qu'en fait, il y a quand même un inconvénient à ça. C'est qu'à chaque fois que tu vas vouloir pédaler, tu vas avoir un battement, un manque d'engagement pendant 4, 6, 9 ou 12 degrés. Et 12 degrés, ça commence vraiment à être un peu enquiquinant. Par contre, voilà, une fois que tu es en prise, une fois que tu pédales et que tu es arrivé en butée de ton haut chain, le vélo se comporte exactement comme un vélo qui n'aurait pas de haut chain. Il n'y a pas d'amélioration au pédalage, il n'y a pas de grip supplémentaire. C'est vraiment quand tu pédales pas que le haut chain agit.
Du coup, quand tu vas rider sans pédaler, ce que ça va te donner un effet chainless, c'est-à-dire que ton vélo va faire moins de bruit déjà, parce que la chaîne, elle va être moins malmenée, elle va moins taper au banc en base et faire du bruit. Tu vas avoir un feeling beaucoup plus smooth et une suspension qui est censée fonctionner mieux. Bon, après, si on cherche des inconvénients, on peut dire aussi qu'on va pas être assisté quand on pompe, puisque quand on pompe, la chaîne peut se tendre et du coup bloquer la suspension et mieux pomper. Et comme je l'ai dit, je pense que ça intervient que pour des très faibles vitesses. Il faut vraiment que la roue arrière tourne pas vite pour bénéficier de ce problème-là. Du coup, non, pour moi, le vrai inconvénient, c'est la latence au pédalage. Et c'est pour ça que, en général, moi, quand je roule, je ne me mets pas toujours à 12, je le mets plutôt à 9, voire à 6. Parce que quand il y a beaucoup de relance, du coup, j'aime pas ce moment de latence. Alors certains diront que c'est un peu la même chose que si tu avais acheté un moyeu bas de gamme avec un faible taux d'engagement. Parce que si tu prends une roue libre avec 36 points d'engagement, tu vas avoir effectivement 10 degrés de latence entre chaque engagement. Du coup, ça va faire un peu le même effet que le haut de chain. En fait, pas vraiment. Parce qu'effectivement, parfois tu vas avoir 10 degrés, mais parfois tu vas avoir 0 en fait. Et en moyenne, tu vas avoir 5 degrés d'engagement. Ce que je veux dire, c'est que le moment où la chaîne se tend, tu vas peut-être être proche d'un clic ou loin d'un clic. Et en moyenne, tu vas avoir 5 degrés d'engagement. Donc, effectivement, tu as une sorte de haut de chain, mais un haut de chain aléatoire qui fait que tu vas pas avoir la même smoothnesitude qu'avec un haut de chain. Mais vraiment, oui, bas budget, achète un moyeu bas de gamme et potentiellement, c'est le meilleur des deux mondes. Plutôt que d'acheter un moyeu avec un très haut taux d'engagement. Par exemple en DH, Jackson Goldson, lui, il a un moyeu avec un taux d'engagement hyper élevé, mais un haut de chain à 15 degrés, donc qui n'est même pas encore sur le marché. Là, l'idée, c'est vraiment de maîtriser ce degré d'engagement, et donc tout est géré par le haut de chain, en fait. Donc tu sais que tu auras toujours tes 15 degrés et que c'est toujours le même feeling aussi. Attention tout de même, parce que les moyeux à faible taux d'engagement, moi, je trouve ça plus fragile. Vous savez, quand tu as ce moment de latence là, dans le vide et que tu mets toute ta puissance et qu'il ne se passe rien et qu'après ça va engager sur les petits picots là, de ta roue libre, souvent ça fait ce bruit là, con, 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 et à force de répétition, souvent tu pètes ta roue libre. En tout cas moi ça m'est arrivé et c'est pour ça que j'aime pas trop aussi les moyeux avec faible taux d'engagement. Bien que bien sûr ceux avec un très haut taux d'engagement, souvent ils sont aussi plus fragiles. Voilà, c'est pour ça que par exemple chez Industry 9, moi je prends le one-to-one là, qui n'est pas le plus haut de gamme, mais qui a, je trouve, le bon taux de résistance et en même temps une faible latence de pédalage. Pour le e-bike, je pense que c'est important. D'ailleurs, en parlant d'e-bike, il y a beaucoup de bons pilotes qui utilisent le haut chain sur l'e-bike, mais pas exactement pour les mêmes raisons. Le kickback, comme je l'ai dit, il intervient au freinage, sauf que du coup, ça fait une élongation de la chaîne, enfin, ça fait une tension de la chaîne, et le moteur, lui, peut percevoir ça comme si, toi, tu faisais une demande d'assistance. Et du coup, au freinage, tu vas avoir ton moteur qui va accélérer. D'autant plus qu'aujourd'hui, sur les Bosch, il y a ce qu'on appelle le overrun, et du coup, quand tu pédales, ça continue pendant 2 mètres d'accélérer. Donc du coup, les gars, ils se retrouvent avec des vélos qui, au freinage, font des coups d'accélération pendant 2 mètres, alors qu'eux, ils voulaient tourner à gauche, et c'est pas trop optimal, c'est pas trop prévisible, et surtout c'est hyper dangereux. Hein. Peut-être qu'à la sortie du virage, c'était une falaise, quoi. Bref, c'est complètement débile ce truc-là. On sera peut-être amené à en reparler. Mais du coup, les mecs, ils roulent avec un haut chain, justement, non pas pour avoir une suspension qui fonctionne mieux, mais pour avoir un moteur qui ne leur envoie pas en dehors du virage et qui se ramasse la gueule. Moi, j'ai pas ce problème sur mon e-bike parce que déjà, c'est un pivot haut, donc je pense que le kickback est vachement bien maîtrisé. J'ai jamais de coup de moteur quand je suis au freinage. Et en plus de ça, j'ai pas d'overrun, donc du coup, c'est assez prévisible et j'ai pas ce problème-là. Si j'utilisais un haut chain, ce serait pour améliorer ma sensibilité de la suspension. Et encore. Bon voilà, ça c'est pour la partie théorique. Je vous propose qu'on aille sur le terrain vérifier si on arrive à ressentir ces choses-là. C'est parti. Yo, on se retrouve au bike park du coup pour tester tout ça. J'en profite au passage pour dire que haut chain n'est pas la seule solution. Il existe d'autres marques qui font la même chose et il y a aussi E13 qui le fait elle au niveau du moyeu. C'est assez récent. Au niveau du moyeu, pourquoi pas. Donc, par contre, tu peux pas le régler à la main facilement comme avec le haut chain. Et aussi, il faut voir si c'est suffisamment résistant. Moi, personnellement, j'ai plusieurs paires de roues. Du coup, ça m'embêterait de devoir acheter un moyeu à chaque fois quoi, pour toutes les roues. Mais en même temps, j'ai un e-bike sur lequel je pourrais pas monter d'haut chain.
parce qu'on a déjà un système de spider spécifique sur le Rocky Mountain Powerplay. Du coup, si je veux avoir cet équivalent sur mon vélo, il faudrait que je passe par le moyeu, et donc le moyeu E13 par exemple. Bon, allez, on va tester tout ça. La première chose que je vais faire, c'est de rouler bloqué. Ensuite, je débloquerai. Puis je rebloquerai. Et je redébloquerai en espérant que je sois suffisamment sensible pour sentir ces choses-là. En tout cas, moi, je me méfie vachement de l'effet placebo. Donc, je vais faire plusieurs tests. A, B, A, B. On va tester tout ça. C'est parti. Keblo. J'essaie vraiment de le ressentir. Bon, j'ai fait un premier run donc du coup avec le Haut Chain bloqué, hein, comme si j'en avais pas, en faisant volontairement des gros freinages de gogol dans les trous pour justement pouvoir ressentir les choses après quand je vais le débloquer. Parce que si tu es trop propre et trop fin, si tu freines pile poil là où il n'y a pas les trous, que tu lâches les freins dans les trous, et ce qui est bien, hein, mais du coup je risque de moins ressentir les choses. Mets tout à 12. Tac. Maximum. Ah, putain. Voyons voir si on va réussir à ressentir des choses en freinant comme un débile n'importe où. Ah, par contre, même à la réception des trucs pas rapides comme ça, je le sens. Bon, ça frappe, hein, mais... Ok, donc premier run avec le Haut Chain débloqué, complètement à 12 degrés, hein, pour histoire de bien sentir les choses. Et bien, je dirais que j'ai senti des choses. D'abord, j'ai senti quelque chose que je ne m'attendais pas à sentir, c'est-à-dire sur une petite marche où j'arrive pas très vite, effectivement, ça a moins tapé que d'habitude. Du coup, j'étais même pas sur un freinage là pour le coup, c'est que la vitesse de la roue libre n'est pas assez rapide pour pouvoir absorber ce choc qui est assez violent, parce que c'est une marche à la con où tu atterris à plat. Donc du coup, oui, effectivement, je le ressens même quand c'est pas au freinage. Par contre, au freinage, c'est pas non plus le jour et la nuit, parce qu'il y a encore des chocs. Il y a beaucoup de chocs même encore, mais effectivement j'ai l'impression que ça gomme une partie de ceci. Alors qu'est-ce qui reste? Forcément, hein, tu as quand même tes roues qui tapent dans les trous. Tu es en train de freiner, donc c'est pas hyper libre. Tu as l'anti-rise aussi qui te freine un peu. Là tu élimines un des effets qui fait que c'est pas hyper confortable au freinage. Je vais refaire des tests. Cette fois-ci je vais me mettre complètement en haut de cassette pour amplifier encore plus. Je vais bloquer une fois et puis je vais redébloquer une deuxième fois, et je vous tiens au courant maintenant. Ah, ça se coupe quand même. Bon, du coup, j'ai fait mes tests et je confirme que au freinage, t'es quand même secoué, hein, par le reste, par les trous tout simplement, mais que tu gagnes un peu. Tu gagnes un peu. Maintenant, la question c'est est-ce que c'est vraiment intéressant de l'avoir finalement? J'ai envie de te dire, ouais, c'est toujours du plus si tu es prêt à accepter le fait qu'il y ait une latence au pédalage. Pour ça que pour moi en DH c'est pas mal, surtout qu'il est réglable. Donc tu connais la piste, tu sais si tu en as besoin ou pas, tu peux l'augmenter ou le diminuer quand tu fais tes tests. En enduro, comme tu relances beaucoup plus souvent et que tu sais pas forcément à quoi t'attendre aussi sur la piste, bon, je suis un peu plus perplexe du coup.
Un autre truc que j'ai ressenti, que je m'attendais pas nécessairement à ressentir, donc c'est quand tu ressors des virages à basse vitesse et qu'il y a des racines, donc tu peux pas forcément pédaler tout de suite. Et ben là tu sens que le vélo est beaucoup plus libre que quand tu as le truc bloqué. Donc du coup c'est le phénomène du kickback quand la roue libre est pas capable d'absorber l'élongation de la chaîne, hein, parce que tu roules trop lentement. Et du coup ça ouais tu le ressens et c'est assez agréable. Pour le coup là c'est là où c'est le plus cool. C'est un produit qui fonctionne, tu as le vélo qui est quand même un petit peu plus smooth, c'est pas non plus le jour et la nuit, c'est pas révolutionnaire, ça coûte un petit billet. Si tu fais de la DH et que t'optimises tout, pourquoi pas. Mais sinon on peut largement s'en passer. Hein. Bon allez, c'est tout pour moi. Merci à tous. N'oubliez pas les trucs classiques de YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Commentaire, bouton j'aime. Si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à appuyer 2 fois sur le bouton pouce en bas. Et je vous dis à la prochaine. À plus. Ciao. Et qui va paraître plus smooth, moins de bruit, parce que la chaîne aussi est moins malmenée, elle va moins taper au banc base. Et j'ai un appel téléphonique, ce qui fait que je dois arrêter cette vidéo.